Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique du film La Guerre des Mondes, à ne surtout pas confondre avec La Guerre des Rondes. La Guerre des Mondes est un film sorti en 2005 et il est réalisé par Steven Spielberg, un réalisateur pas très connu qui a fait quelques trucs dont vous avez peut-être entendu parler, du genre Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, Les Dents de la Mer, et puis d'autres machins sans réelle importance. Voilà. C'est aussi lui qui a fait l'adaptation de Tintin. Vous savez, ce film sur lequel les trois quarts des gens ont gueulé avant de l'avoir vu juste parce que c'était un américain qui se chargeait de l'adaptation d'une bande dessinée de chez nous, alors qu'au final c'était 1000 fois mieux que les trois quarts des adaptations de BD que l'on fait chez nous. Et accessoirement aussi en fait que les trois quarts des films que l'on fait chez nous tout court. Au casting du film, Tom Cruise, un acteur avec une carrière plutôt bien fournie, et d'ailleurs si je ne devais vraiment conseiller qu'un seul film avec Tom Cruise, ce serait Eyes Wide Shut et Collateral, ce qui fait deux, mais j'ai pas réussi à trancher. Dakota Fanning, alors elle, ce serait, si je devais conseiller un film, ce serait notre film du jour. Tim Robbins, Les Évadés, un classique. Ou Justin Chatwin. Et lui, je suis un peu embêté parce qu'en fait, je ne l'ai jamais vu jouer dans un autre film en dehors de la Guerre des Mondes. Donc il n'y a pas un film avec lui qui m'est particulièrement marqué, que ce soit en termes positifs ou négatifs. Arrête avec cette image. Arrête avec cette image, je veux pas en parler, d'accord? Je veux pas en parler. Ray Ferrer est un homme qui vit seul, c'est un être tout à fait sympathique, mais malheureusement pour lui, un peu négligent, surtout auprès de ses enfants. Il entretient d'ailleurs des rapports conflictuels avec son fils, mais bon, à la limite cela peut se comprendre puisque son fils est Justin Chatwin et sa fille Dakota Fanning. Moi aussi sa place, j'aurais pas envie de m'en occuper. Il a d'ailleurs la garde de ses enfants que le temps d'un week-end de temps à autre. D'ailleurs ça me fait marrer quand la mère lui laisse ses enfants avant de partir, elle dit à Ray d'un ton assez désespéré: prends soin de nos enfants. Non mais t'inquiète pas, c'est pas comme ça les se faire attaquer par des extraterrestres. Sauf que si, c'est exactement ce qui arrive, et parce que seulement quelques heures après, un orage éclate et la foudre tombe plusieurs fois au même endroit, alors que pourtant... La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Et à partir de là, des putains de robots géants débarquent du sol et commencent à buter tout le monde, donc il ne reste plus qu'une option pour Ray et ses enfants, fuir afin de survivre. Alors, il faut savoir qu'en premier lieu, La Guerre des Mondes est un roman publié en 1898. Il est écrit par Herbert George Wells, à ne pas confondre avec Orson Welles. Orson Welles, lui, c'est juste un mec qui a diffusé à la radio un message faisant croire à une invasion extraterrestre. Oui, mais là, en l'occurrence, on s'en fout, mon coco. Il faut aussi savoir qu'il y avait déjà eu une première adaptation du film en 1953, réalisée par Byron Askin, ce qui veut donc dire que notre film du jour est à la fois une adaptation et un remake. Donc oui, deux fois plus de chances de s'en prendre plein la gueule. D'un côté par les fanatiques hardcore de livres d'origine, mais si, tu sais, ceux qui hurlent scandale à cause de l'ajout d'un personnage dans les films The Hobbit ou à cause de la présence d'elfes ou gouffres de Helm. Alors ça n'a rien à voir, c'était réellement scandaleux. Et puis je veux pas en parler. Et puis de l'autre côté, ceux qui estiment qu'un remake est forcément une aberration, même quand le remake est infiniment mieux que l'œuvre d'origine. Et quand je dis infiniment mieux, je veux dire infiniment mieux. Infiniment mieux. Ok, pardon, excusez-moi. Ceci dit, c'est surtout ce second aspect qu'il faut prendre en compte, car La Guerre des Mondes représente plus à mes yeux un remake du film de 1953 qu'une réadaptation de l'œuvre de Herbert George Wells, même si on trouve certains aspects du roman au sein du film. Le film permet donc une actualisation de l'œuvre originale, s'inscrivant dans une logique post-11 septembre. C'est un trait commun à beaucoup d'œuvres sorties ces dernières années, et si vous voulez un approfondissement sur le sujet, je vous conseille la très bonne vidéo documentaire que Matt avait fait dans son émission État critique. Mais en gros, pour faire simple, les attentats ont eu un impact immense sur le cinéma hollywoodien. Cela peut se voir surtout dans le cinéma d'action, beaucoup plus orienté sur les activités terroristes, où généralement on n'affronte plus un grand méchant, mais plusieurs ennemis dans l'ombre. Ici, La Guerre des Mondes est un écho aux attentats, en ce que cette invasion d'extraterrestres évoque cette crainte d'une attaque terroriste sur le sol américain. Cette paranoïa existant depuis le 11 septembre. C'est d'ailleurs clairement exprimé par les personnages quand Robbie, le fils de Ray, demande s'il s'agit d'une invasion terroriste. Et en ce sens, La Guerre des Mondes de Spielberg poursuit la même logique que les deux précédentes œuvres. Le livre exprimait une métaphore du colonialisme et le film de 1953 faisait référence à la guerre froide. Donc, trois œuvres fortement marquées par leur contexte historique, dont les deux films évoquent la crainte bien réelle d'une menace extérieure. Enfin voilà pour la contextualisation de l'œuvre, passons maintenant à la critique du film. La Guerre des Mondes est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et c'est bien normal, c'est un excellent film. Pourtant, j'ai souvent entendu des échos négatifs à son sujet, et je me suis souvent demandé pourquoi. Bien sûr que le film n'est pas parfait, mais de là le considérer comme un vulgaire blockbuster débile, uniquement là pour faire engranger un maximum de profit, il a des limites quand même. Bon, commençons par l'un des aspects qui a posé le plus de problèmes, les personnages. En effet, beaucoup de gens les trouvent basiques. Et je ne vais pas vous mentir, je suis assez d'accord. Mais pourtant, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Il est vrai que les personnages sont assez simples. Enfin, je dirais plutôt anodins. Ils représentent ce que je pourrais appeler les monsieur et madame tout le monde, ce qui permet alors aux spectateurs de s'identifier plus facilement. Et oui, car au final, on a affaire à qui? À un père de famille assez égoïste qui a des rapports conflictuels avec ses enfants, et à aucun moment le film tombe dans une caricature exagérée ou putassière. Et au final, les personnages font vrai, des personnages simples que l'on pourrait croiser dans la vie réelle du monde de tous les jours.
Et ces personnages banals, qui sont comme vous, comme moi, vont être confrontés à un événement terrible, en l'occurrence ici une invasion d'extraterrestres venus sur Terre pour exterminer toute l'humanité, ce qui n'est pas cool, et ce qui permettra donc d'avoir plus d'impact. Alors forcément, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir une idée révolutionnaire, on a pu retrouver cela dans d'autres films, mais le fait est que cela fonctionne bien. Cela est principalement dû, d'une part, à la performance des acteurs. Alors, ouais, je me doute qu'en disant ça, je risque de me heurter à un sujet sensible au vu du casting du film. Tom Cruise, déjà, un acteur facilement conçu, un peu à tort parfois, car en effet, on peut reprocher plein de choses au bonhomme, mais de là à dire qu'il s'agit d'un acteur médiocre, surtout qu'il a quand même joué pour Steven Spielberg, Michael Mann, Brian De Palma, Oliver Stone, ou même putain de Stanley Kubrick. Ce qui est pas mal pour un acteur pitoyable. Et ici, sa performance n'est certes pas absolument remarquable et intense, mais le fait est qu'il est convaincant et s'en tire avec les honneurs. Prenez cette séquence, là, on y croit quand il pleure. De même pour Dakota Fanning, qui sert dans l'ensemble à une carrière merdique cachée et qui dans ce film joue une gamine qu'on a envie d'encastrer dans un mur, mais le fait est qu'elle est crédible. C'est vrai, toutes ses réactions sont justes et en plus c'est au travers de ses yeux que l'on peut voir les séquences les plus marquantes. Et puis bien sûr, il y a aussi Justin Chatwin, lui aussi, non, j'ai dit que je voulais pas en parler. L'autre raison qui fait que l'on peut s'attacher au protagoniste, c'est que le film regorge de plein de détails qui sont là pour mettre en exergue le fait que les personnages sont totalement désemparés par la situation, qu'ici ils sont terrorisés par ce qu'ils sont en train de vivre, car oui, les personnages ont peur. Et ça peut paraître con dit comme ça, mais dans la première adaptation du livre, le héros semblait ne rien n'avoir à foutre de ce qui était en train de se produire. Jamais inquiet, jamais affolé, ce qui a eu pour incidence qu'à aucun moment je me suis senti impliqué par le film. Si après tout le personnage central ne s'affole pas, je vois pas pourquoi moi j'aurais à m'en faire, à part dans les 20 dernières minutes. Ainsi, on n'aura donc pas droit à d'actes héroïques à l'effigie du drapeau américain, pas comme dans Independence Day. Non, là, on a droit à des êtres remplis de terreur et qui cherchent à fuir. Et cette sensation d'effroi est surtout rendue tangible lors de séquences qui nous montrant la panique générale avec une foule désemparée. La terreur, c'est justement dans cette ambiance que le film nous plonge pendant plus d'1h30, car oui, si l'œuvre de Steven Spielberg est une vraie réussite, c'est surtout pour son côté viscéral. Et oui, tu m'as bien entendu. Le film propose beaucoup de séquences réellement cauchemardesques, surtout grâce à certains décors et aux effets spéciaux parfaitement saisissants. Le tout filmé avec brio par la Miss Steven, tout aussi doué pour nous fournir des séquences de catastrophes purement spectaculaires et impressionnantes que pour des séquences simplement angoissantes ou claustrophobiques. L'immersion passe ici avant tout par la mise en scène qui se place ici du point de vue des humains, mais ce n'est pas pour autant un prétexte pour nous servir des scènes mal cadrées et dégueulasses à regarder, pas comme dans Transformers. Non, ici il en ressort une sensation d'écrasement, la mise en scène permet de souligner le gigantisme de ces machines destructrices. Le film arrive aussi à ne pas faire un usage trop abusif d'effets visuels, ce qui lui permet d'avoir quelque chose de plus vrai, de moins irréel, et puis surtout ça lui permettra de ne pas atteindre trop rapidement sa date de péremption. D'autant plus que le film maîtrise parfaitement son rythme, celui-ci est parfaitement dosé et il y a une montée en puissance parfaitement gérée. Les événements arrivent progressivement sans que jamais l'on ait la sensation de se faire chier, pas comme dans Godzilla. D'ailleurs, le film évite aussi de s'embourber dans quelque chose que l'on aime bien faire ces temps-ci, une exposition des faits à outrance. Là, par exemple, pour découvrir ce qui était à l'origine de cette attaque et comment elle a eu lieu, ça dure à tout casser 2 minutes. Une femme qui montre une vidéo, un alien débarquant dans un éclair, et c'est tout. Pas la peine de passer 45 ans à comprendre le pourquoi du comment. Pas comme dans World War Z. Voilà, ce sont donc tous ces différents aspects qui font que La Guerre des Mondes est un très bon film. Alors je ne dis pas que le film est parfait, déjà là on pourrait relever quelques menus défauts, mais surtout je dirais que toutes ces nombreuses qualités ne font pas du film un chef-d'œuvre, mais plutôt un excellent film rondement mené. Pas comme dans Prometheus. Ok, là c'était purement gratuit, je le reconnais. Mais je te vois venir, spectateur tatillon que tu es. Oui, je sais ce qui a causé le plus de soucis. La fin. Alors je vais essayer de ne pas m'éterniser dessus. Qu'est-ce qui a vraiment rebuté pas mal de spectateurs? C'est le fait que la fin soit un happy end. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que sachez que pas mal de spectateurs ne voient pas la fin comme un happy end. Et là ça commence à devenir un peu compliqué, donc je vais essayer de présenter les deux points de vue. Pourquoi un happy end? Bah parce que ça se finit bien, les extraterrestres sont morts, Tom Cruise et sa fille rentrent à Boston pour retrouver son ancienne femme, et ses beaux-parents, et même son fils Robbie, qui avait disparu en cours de route, apparaît alors qu'on le croyait mort. Et ainsi, ils se retrouvent tous, donc sensation positive, ce qui implique alors une fin heureuse. Mais il existe une autre façon de voir les choses. Pourquoi pas un happy end? C'est lié au fait que pour juger la fin, il faut prendre le film dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il ressort de l'œuvre qu'au final, la civilisation ne tient presque plus à rien. En effet, diverses séquences illustrent tout cela. Le fait que par exemple le premier tripode détruise une église, symbole de la religion, ou le fait que à la fin une statue représentant la liberté soit complètement ébranlée, ou surtout le fait que le héros doit tuer son prochain afin de survivre, remettant en cause l'un des plus fondamentaux de nos principes moraux. Et toute cette branlette intellectuelle pour dire quoi? Pour dire que la seule chose qui reste pour notre civilisation, ce ne sont pas la démocratie, la religion ou toute autre institution considérée comme fondamentale, mais seulement le cercle familial, ce qui laisse un constat d'ensemble assez pessimiste et seulement teinté
d'une légère lueur d'espoir. Bon, j'ai essayé de présenter les deux points de vue car cela me semblait intéressant de voir les diverses analyses qui peuvent être opérées, mais au final, la distinction happy end, pas happy end, c'est un peu comme savoir si Fairy Tail est un manga ecchi ou shonen. Ce n'est pas ça qui nous permettra de trancher la question du fond, celle qui concerne la qualité. Donc au final, la fin, elle est bien ou non? Eh bien pour ma part, je répondrai par un simple oui. La séquence finale qui clôt le film est réussie. La principale raison, c'est qu'elle n'est pas trop lourdement appuyée. Le réalisateur ne cherche pas à accentuer le côté larmoyant de la séquence. On a simplement droit à une belle photo, une jolie musique en fond, et il ressort des plans une certaine douceur, et ce qui finalement a quelque chose d'assez apaisant. Et ce qui est très bien vu, car le film est assez intense pendant toute sa durée. Alors oui, on pourrait dire que le retour du fils est un peu trop facile, mais pareil, ça ne gâche rien, la séquence est assez belle. Alors évidemment, je n'ai pas été ému aux larmes, d'ailleurs je ne pense même pas que c'était l'intention de Steven Spielberg, mais ça donne simplement une note d'espoir au final, de se dire que même si dans les moments les plus terribles, l'homme peut montrer ses pires côtés, et il peut aussi s'en sortir grandi. Enfin, c'est mon interprétation de la fin. Surtout que pour en revenir au fils, son retour n'est pas complètement impossible non plus, hein, parce que c'est vrai, après tout, après avoir quitté son père, il a très bien pu se retrouver projeté par l'explosion sans être tué, mais être resté inconscient, et par la suite retrouver ses esprits et marcher jusqu'à tomber sur un petit groupe de personnes avec lesquelles il aurait pu se rendre à Boston. Bon, ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas impossible non plus. Donc oui, moi je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un happy end, mais ce qui me gonfle par contre c'est ce réflexe cynique qu'on a de considérer qu'un happy end constitue nécessairement une fin de merde. Non mais c'est vrai, ça me rappelle un magazine dont je tairai le nom, qui avait jugé immoral la fin du film The Impossible uniquement parce qu'il s'agissait d'un happy end, alors que merde, il avait rien de malhonnête. Surtout que finalement ça ne veut rien dire. Prenez l'exemple de Nerds, à la fin de la saison 4, ça se finit mal, et pourtant, bah c'était nul à chier. Tu me diras pour le coup c'était raccord avec l'intégralité de la saison. Enfin voilà mon avis sur ce film pour lequel j'ai une grande affection, mais passons maintenant aux petits détails que j'adore et à ceux que je déteste, c'est la partie points positifs et points négatifs du film. Alors commençons par les points positifs. Le premier point positif c'est les tripodes, et plus que l'apparence des machines, que je trouve excellente déjà, c'est le son qu'elles émettent. Oui, celui-là. Je ne saurais comment l'expliquer, mais j'adore ce bruit. Je trouve que rien qu'à l'entendre, la tension monte et l'angoisse se fait alors ressentir. J'aime aussi, de manière plus générale, le bruit mécanique qu'elles émettent, comme une sorte de grosse usine, mais une usine de la mort. Deuxième point positif, le personnage interprété par Tim Robbins. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un personnage mystérieux, plutôt froid et surtout inquiétant, mais paradoxalement assez rassurant au vu de la situation, car il semble lucide sur ce qui se passe et ne semble pas terrifié. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on avait vu dans le film uniquement des personnages qui cédaient totalement à la panique tellement ils étaient terrorisés. Et là, il y a ce mec qui n'a pas peur, qui est prêt à affronter les extraterrestres. Donc forcément, on se dit qu'on peut compter sur lui. Sauf que, et c'est la deuxième raison qui me fait adorer ce personnage, lui aussi va sombrer dans la folie. Et selon moi, c'est à ce moment précis que le film devient le plus angoissant. C'est une idée qui me plaît beaucoup de prendre un personnage comme ça, assez emblématique, avec une forte personnalité, et de le faire ensuite s'écrouler afin de faire monter la tension auprès du spectateur. On pourrait prendre l'exemple de l'Indien dans Predator, mais je préfère celui de Morpheus dans Matrix Reloaded. Dans ce film, Morpheus est un personnage avec une forte carrure qui croit dur comme fer à une prophétie, et même si la situation est catastrophique, en l'occurrence une guerre contre plusieurs dizaines de milliers de machines dévastatrices, eh bien, il garde son calme et reste pragmatique. Il a confiance en lui, et nous aussi. Sauf qu'à la fin, ça se passe pas du tout comme prévu, tout part en couille, et que se passe-t-il? On le voit complètement effondré. Et là, bim! On se dit que vraiment, tout est foutu. Ainsi, ce procédé permet d'accentuer le côté désespéré d'une situation. Et là, c'est exactement ce que l'on a avec le personnage de Tim Robbins dans le film. Et troisième point positif, la scène de l'œil. En gros, c'est la séquence où l'on voit une caméra dirigée par les extraterrestres pénétrer à l'intérieur d'une cachette où Tom Cruise et sa fille se sont réfugiés, afin de scruter les environs. Donc les protagonistes doivent absolument ne pas se faire remarquer. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce passage, il est excellent parce qu'il est excellent, voilà. Oui, j'adore mon sens de l'argumentation. Et en réalité, si je vous parle surtout de cette scène, c'est parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai définitivement plus aimé le film de Steven Spielberg que la version de 1953. Parce qu'en gros, dans le film de 53, la caméra, elle arrive, elle scrute les environs 2 secondes et repart. Sans que bien sûr, à aucun moment, le héros ne se soit senti en danger. Donc en fait, on perd toute l'intensité que l'on a dans la séquence du film de 2005. Passons maintenant au pinaillage, c'est la partie point négatif. Et le premier point négatif du film, c'est la scène de la voiture avec le mec qui s'est pas rendu compte de l'invasion extraterrestre. En gros, Tom Cruise arrive à prendre une voiture qui marche. Sauf qu'elle est dans un garage. Et là, le garagiste demande à Tom Cruise de partir en lui disant que c'est pas la sienne, que le mec va la récupérer, tout ça. En gros, qu'il a des obligations professionnelles, tout ça. Ce qui veut dire que du coup, le mec s'est quand même pas rendu compte qu'il y avait eu une invasion extraterrestre qui a eu lieu dans sa ville, genre même pas 2 km de son garage. Il s'est pas rendu compte qu'il y avait des gens qui couraient dans tous les sens, qu'il y avait des explosions, tout ça. Non, ça l'a pas du tout affolé. Tiens, je veux dire, c'est complètement con. Ça n'a juste aucun sens. Enfin bref. Deuxième point négatif, l'acte héroïque de Tom Cruise.
À un moment, Tom Cruise doit sauver sa fille qui se fait enlever par des extraterrestres et il se laisse capturer et par un procédé astucieux arrive à détruire la machine. Alors ouais, je sais que cette scène est logique dans le film car Tom Cruise est prêt à se sacrifier pour sa fille. Sachant que c'est Dakota Fanning, est-ce que ça valait vraiment le coup? Je ne suis pas sûr, hein, mais bon après tout, voilà. Mais il arrive à détruire une machine et bon, même si je sais que son acte d'héroïsme n'est pas trop forcé, je trouve ça un peu facile. Voilà, le héros qui arrive à détruire une machine, ouais, genre, voilà, bon, j'ai bien conscience que c'est pas non plus comme s'il mettait fin à l'invasion extraterrestre, bien sûr, c'est vrai. Mais tout de même, voilà. Mais bon, là je chipote, hein, parce que bon, après tout, je suppose que tout membre de l'église scientologue doit pouvoir se débarrasser d'un extraterrestre. Donc au final, je suppose que cette séquence est logique. Et troisième et dernier point négatif. Le dernier point négatif. Eh bien, allons-y. Justin Chatwin. Alors, il y a deux choses que je n'aime pas chez ce bonhomme. La première, c'est que ce personnage souffre de ce que j'appelle le syndrome Mary Jane Watson. Qu'est-ce que cela? C'est un truc que j'ai inventé pour décrire un personnage que je trouve utile au sein d'un récit, mais en même temps ultra casse-couille. Alors, soit parce que son personnage est mal écrit ou mal joué, ou soit tout simplement parce que c'est sa nature même d'être insupportable, d'être irritable au possible. Oui, c'est à vous que je pense, Kyler et Marie. Et pourquoi j'appelle ça le syndrome Mary Jane Watson? Simplement parce que c'est clairement ce personnage dans le film Spider-Man 2 qui correspond le plus à cette définition. Et ici, c'est ce que l'on a, parce que Robbie, le fils de Ray, est intéressant en ce que la relation avec son père, qui va évoluer tout au long du film, est intéressante à suivre. Mais le personnage, bordel! Oh putain de merde, c'est juste un putain d'ado grincheux au caractère de rebelle leader prize. Insupportable. Et puis, il y a la deuxième raison. La deuxième raison. Bon, je voulais pas en parler, mais bon, il semble que de toute façon, je suis obligé de le faire. Il s'avère que Justin Chatwin a joué dans un autre film que j'ai vu en dehors de la Guerre des Mondes. Ce film, c'est Dragon Ball Evolution. Alors, est-il nécessaire d'évoquer ce que représente Dragon Ball Evolution pour une large majorité des gens? Probablement pas, mais dans le doute, Dragon Ball Evolution, c'est un énorme doigt dressé à toutes les personnes qui sont fans du manga de base. Ce film est plus qu'une aberration cinématographique, c'est indescriptible en fait. Il faudrait simplement des images pour illustrer cela. Et donc il s'avère que notre ami Justin tient le rôle de Sangoku, et aussi con que cela puisse paraître, et bien depuis le jour où j'ai vu Dragon Ball Evolution, je n'arrive plus à regarder la Guerre des Mondes sans y penser, sans que ce souvenir douloureux ne me revienne en mémoire. Le pire c'est qu'en plus j'ai fait gaffe à un détail que je n'avais jamais, mais alors absolument jamais remarqué, celui-là. Là, vous l'avez vu? Non? Là, regardez bien. Là, une putain de figurine Pilaf. Tout pour me rappeler Dragon Ball, je vous dis. Tout! Donc désolé Justin, mais là je peux pas. Pourtant je ne suis pas du genre à enfermer un acteur dans un rôle. Prenez Mark Hamill par exemple, je n'ai jamais eu de souci à le voir jouer dans d'autres films que Star Wars sans nécessairement penser à Luke Skywalker. Ah mais non c'est vrai, il a rien fait d'autre à part ça. Oh ça va, je déconne, oh putain c'est bon. Oh là, vous avez pas pris l'humour à l'école des Jedi? Ah bah piraté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine critique. Ou un résumé puisque maintenant je fais ça aussi.